Of the ICCBA Training Committee, we welcome you to this first 2026 webinar on how to build your own team and case strategy. I'm Milen Dimitri, one of the members of the training committee of the ICCBA. And today I am with both my colleagues from the training committee, James Onalaya and Melissa Beaulieu-Lucier. And we have two very interesting speakers. I'm going to switch from English to French. And I will ask all of you to perhaps mute yourself if you don't have any questions so we avoid echoes. So we have together with us Catherine Mabille. Catherine is a very good friend. She is a French lawyer. Elle a prêté serment en qualité d'avocate en février 1977. Elle dirige son propre cabinet en droit du travail d'une part et en droit pénal national et international. So she practices she has her own law firm in Paris and practice in international criminal law and as well as labor law. She handled many human rights missions in various countries between 2000 and 2018. In 2007, she was the lead counsel of Mr. Thomas Lubanga, who was the first accused before the ICC. Alors, en 2007, elle a été nommée conseil principal de Thomas Lubanga, le premier accusé devant la Cour pénale internationale. And since 2023, depuis 2023, elle est nommée commissaire à la Cour pénale internationale jusqu'à ce jour. So since 2023, she's the commissioner of the ICC. We also have with us Simon Law, KC. He's an English barrister who has practiced for 35 years in criminal law. Alors, il a pratiqué depuis 35 ans en droit pénal. And he's formerly a trial attorney with the Office of the Prosecutor at the ICTY. Alors, Simon a pratiqué également au sein du bureau du procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. And since 2021, he has been lead victims counsel at the Kosovo Specialist Chamber. Alors, depuis 2021, il est le représentant des victimes au Kosovo Specialist Chamber, à la Chambre spéciale du Kosovo. And he has taught advocacy in the US, in UK, and in The Hague. So welcome to both of you, and thank you very much for being on our panel today. As I said earlier, we will have two moderators, one who can address questions to Catherine in French, Melissa Beaulieu, and one who can address questions to Simon in English, James. So James is an English barrister with a well-established track record and experience in numerous criminal trials. He previously worked at the Office of the Public Counsel for the Defense at the ICC. And he left a valuable and lasting contribution to the OPCD through his role by introducing the AdvoLab. He continues to exercise as a legal consultant for the OPCD. And Melissa shares this professional background with James, having likewise worked at the Office of the Public Counsel for the Defense at the ICC. She is a Canadian lawyer with experience in criminal trial practice and has been involved in several cases before the ICC as member of the defense team. And more recently, she joined a victims legal team at the ICC, further broadening her perspective. So without further ado, we will start with our two panelists who will address you each for about 20 minutes, and then we're going to have our moderators asking them several questions from victim's perspective or defense perspective. Maintenant?
Oui, Oui, tu peux y aller, Catherine, c'est à toi. d'accord. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est d'essayer de vous expliquer ce que serait la constitution d'une équipe de défense, étant précisé que on est en train de parler de la constitution d'une équipe de défense. Euh, je dirais en préambule que chaque conseil principal a, a sa propre méthode pour essayer de créer la meilleure équipe possible. Et que donc, je ne peux pas faire de généralité sur le sujet, mais je peux vous dire ce que, pour ma part, donc comme vous l'a dit Mylène, j'ai dirigé la première équipe de défense de la Cour pénale internationale, puisque M. Lubanga a été le premier accusé, dont j'ai été le conseil. Et comment, lorsque j'ai réfléchi à constituer cette équipe, je vais vous donner les raisons qui m'ont amené à constituer cette équipe avec un certain nombre de personnalités et pourquoi j'ai opté pour ces personnalités. Première observation, quand j'ai pris le dossier Lubanga, mon souci a été parce que j'avais été déjà désignée au tribunal pénal international pour le Rwanda et j'avais été conseil principal, je connaissais, je dirais, la difficulté et de constituer une équipe et la difficulté du travail qui nous attendait. J'ai aussi pensé que avoir le premier dossier devant une juridiction est toujours un vrai challenge parce que spécifiquement, euh, personne n'avait déjà utilisé le statut de Rome. Et évidemment, ni le règlement de procédure et de preuve, ni tous les éléments de droit qui avaient été conçus. Et donc, il y aurait forcément un travail jurisprudentiel extrêmement important à faire, puisqu'on n'avait pas de précédent. Ou en tous les cas, les précédents qu'on avait, c'était des précédents liés aux différentes jurisprudences des autres tribunaux internationaux, mais pour la Cour pénale internationale, il n'y avait aucun précédent. Prenant en compte cet élément-là, je me suis tout de suite dit qu'il fallait qu'il y ait à mes côtés, puisque on a un conseil principal, puis un conseil adjoint. J'ai choisi une personnalité qui était, je dirais, un très fin juriste que je connaissais depuis Arusha et qui avait pour moi, une qualité assez essentielle de, car ça allait être beaucoup d'écrits juridiques pour interpréter les textes. Et donc, voilà, mon choix a été de prendre quelqu'un qui avait cette qualité que je dirais assez exceptionnelle, puisque je l'ai pratiqué avec lui pendant une dizaine d'années à La Haye. Je n'ai pas été déçue de ce choix. Ensuite, en ce qui concerne les assistants, puisque à l'époque, maintenant ça a changé, mais l'équipe ne pouvait être constituée que d'un conseil principal, un co-conseil, deux assistants, un chargé de dossier, je vous expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire, et un enquêteur. Et nous avions, à part ça, deux stagiaires, des jeunes qui sortaient de l'école et qui venaient en règle générale pour une durée de 6 mois. Donc je reviens à ma composition de l'équipe. Euh, Mon deuxième souci a été de réfléchir au fait que nous allions être à cheval. Le terme est peut-être pas tout à fait bien choisi, mais en tous les cas, il y aurait des aspects de civil law et des aspects de common law. Et ceux qui sont armés de ces deux côtés, j'allais dire, c'est véritablement les Canadiens. Et donc j'avais bien décidé de prendre des Canadiens qui ont aussi une autre qualité, c'est qu'en règle générale, plusieurs parlent et le français et l'anglais. Et donc, j'ai cherché dans les assistants juridiques des assistants qui seraient effectivement canadiens. Et j'ai embauché deux personnes qui avaient
contrairement à ce que je peux voir dans les équipes de défense aujourd'hui, des gens qui étaient quand même extrêmement qualifiés, puisque la première personne que j'ai embauchée, elle était avocat depuis à peu près une dizaine d'années. Elle avait été à Arusha, c'est-à-dire au tribunal pénal international pour le Rwanda, et elle avait une très bonne expérience de la justice pénale internationale. La deuxième personne que j'ai embauchée était aussi un Canadien qui, lui, avait eu une double expérience puisqu'il avait été au Canada avocat pendant 14 ans en étant dans certains dossiers, enfin il avait eu des dossiers procureurs et des dossiers avocats de la défense. Cette équipe était alors ensuite la personne suivante qu'il a fallu embaucher était ce qu'on appelle le chargé de dossier. Et je dois dire que souvent on pense que j'ai entendu des avocats parler des chargés de dossier en me disant que c'est des petites mains, ce que je trouve l'expression pas du tout adéquate parce que le chargé de dossier, case manager, c'est le terme employé par les Anglais, en anglais, sont des gens extrêmement importants pour un dossier et je crois que ce choix-là doit être particulièrement pertinent, non? Parce que cette personne, c'est elle qui va classer l'intégralité des pièces qui sont divulguées par le procureur et ensuite les pièces que nous utilisons aussi en défense. C'est une personne très importante parce que lorsque vous êtes en audience, tout d'un coup, il y a une pièce qui est citée par les uns ou par les autres, c'est elle qui est en capacité immédiatement de vous sortir cette pièce quand vous pensez que par exemple, pour prendre le dossier Lubanga, on était à 60 000 pages. Vous voyez bien que la case manager est quelqu'un qui doit avoir une appréciation aussi technique de tout ce qui se passe, mais elle doit aussi forcément bien comprendre le dossier. Je terminerai sur la composition de l'équipe en vous disant ensuite le point peut-être le plus difficile, c'est embaucher un enquêteur. On parle d'enquêteur, on parle de personne ressource. Cette personne, elle a comme fonction de rencontrer en règle générale des témoins potentiels. Et c'est un métier, alors vraiment délicat, je dirais que c'est la cheville la plus fragile d'une équipe de défense, car le procureur, dans l'ensemble, passe son temps toujours à essayer de faire porter à l'enquêteur euh, un certain nombre de problèmes et lorsque vous êtes en audience, ils essayent toujours de vous faire dire que c'est l'enquêteur qui a induit le témoin en erreur, qui a joué un rôle néfaste pour le dossier. Donc c'est une personne que le conseil principal est obligé vraiment de... Il faut veiller à ce membre de l'équipe qui est sans doute le membre de l'équipe qui peut être le plus vite fragilisé lorsqu'on est dans cette procédure. Comment est-ce qu'on choisit un enquêteur? Alors ça, je pense que chaque conseil principal n'a pas forcément la même méthode, mais comme je vous l'ai dit, moi je vous parle du dossier dans lequel j'ai été. L'enquêteur, alors il y avait quand je suis arrivée à la Cour pénale internationale, il n'y avait pas de liste véritablement d'enquêteurs. Donc c'était le conseil principal qui proposait au greffe son enquêteur en expliquant pourquoi cette personne pourrait enquêter, quelle qualité elle a pour le faire, et c'était le greffe qui décidait véritablement s'il pouvait être nommé enquêteur dans votre dossier. L'enquêteur, pour moi, c'est quelqu'un forcément qui doit connaître particulièrement bien l'endroit où il va enquêter. Il doit parler forcément la langue de l'endroit où il va enquêter. Je vous dis ça parce que c'est
pas, par exemple, les enquêteurs que j'ai rencontrés du bureau du procureur. Vous pouviez avoir des gens qui n'avaient absolument aucun lien avec le pays dans lequel ils enquêtaient et quelquefois ils ne parlaient même pas leur langue. Donc voilà, l'enquêteur, c'est celui qui est un lien direct avec vous et c'est encore une fois quelqu'un sur lequel il faut faire très attention, j'allais dire le protéger. Et en tous les cas, il a aussi une autre caractéristique, c'est qu'il est quand même en lien avec notre client. Donc le client, mon client, Monsieur Lubanga, avait adoubé ce choix, comme d'ailleurs ils adoubent les autres membres de l'équipe. Le seul qui est désigné véritablement par le client, c'est le conseil principal. Après, les autres personnes de l'équipe, c'est le conseil principal qui les choisit, mais bien sûr, il faut en discuter avec le client lui-même, et je dirais que ça soit fait évidemment en bonne intelligence et en bonne ambiance. L'enquêteur, donc, il est un lien privilégié et parce qu'il a des informations qui viennent de nous, il utilise les informations qu'on lui donne pour mener ses enquêtes. Je vous dirais que, de mon expérience, j'ai décidé de procéder d'une manière qui est la suivante pour vous dire comment on a pu, dans l'équipe, protéger notre enquêteur. On avait dit à notre enquêteur, vous allez absolument pas prendre de déposition de témoins. On avait décidé cette méthode-là de travail. Et donc la seule chose qu'on demandait à notre enquêteur, c'était de rencontrer les témoins que nous avions identifiés et de leur demander s'ils acceptaient de nous rencontrer. Et j'ai personnellement, ainsi que mon co-conseil, rencontré moi-même tous les témoins qui sont venus témoigner dans le dossier Lubanga. Pourquoi? Parce que je savais bien d'expérience qu'il existe des faux témoins, il existe des témoins qui ne vous disent qu'une partie de la vérité et que vous prenez une sacrée responsabilité quand vous décidez d'interroger vos propres témoins parce que vous savez qu'à un moment donné, ils seront bien obligés de venir témoigner devant la cour. Et que je voulais être sûr que mon enquêteur, qui était congolais, qui avait des liens véritablement avec le Congo, c'est pour ça qu'on l'avait pris, son regard n'aurait pas pu être biaisé par le fait il avait connu tout le conflit du Congo et qu'il pouvait avoir quand même une sensibilité que je comprends tout à fait, mais qui pouvait à un moment donné se retourner, en tous les cas, nuire au dossier. Ce qui veut dire que j'ai systématiquement, avec un des assistants, et mon conseil l'a fait également, rencontré tous les témoins personnellement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, effectivement, ce que je me disais qui allait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'en audience, le procureur, systématiquement, a commencé par demander aux témoins: est-ce que vous avez vu l'enquêteur? Qu'est-ce que l'enquêteur vous a dit? Comment est-ce que, comment est-ce qu'il a pris votre témoignage? Et je vous le dis parce que c'est une bonne expérience, pour moi en tous les cas, c'est que à la quatrième fois où les témoins disaient, en me regardant et en me montrant du doigt au président, c'est elle qui a pris mon témoignage. À la cinquième fois où le procureur a fait ce genre de suggestion, le président a dit qu'il pensait au procureur qu'il allait cesser ça, puisque visiblement c'était clair que c'était les avocats de la défense qui avaient pris les témoignages et que donc il devait cesser ces manœuvres. Voilà. Donc l'enquêteur, c'est quelqu'un d'extrêmement important parce qu'il faut qu'il connaisse bien ses concitoyens, qu'il connaisse bien en général le conflit, qu'ils puissent avoir un contact avec nos témoins pour leur proposer en l'état de est-ce qu'ils veulent bien nous rencontrer ou pas nous rencontrer. Je pense qu'il y a d'autres confrères qui agiraient tout à fait autrement et qui demanderaient
à leur parce que c'est très lourd pour le conseil principal et pour nous de faire ce travail-là, mais je pense que en tous les cas pour moi c'est la manière dont on a pu le faire. Ensuite, pour terminer sur notre équipe, on avait donc deux jeunes stagiaires qui avaient fini leurs études de droit, qui en général n'étaient pas encore plutôt stagiaires avocats. Ils apportent énormément, ces jeunes, parce que nous, on s'est formés sur le tas, mais ces jeunes arrivent avec des connaissances absolument universitaires que nous n'avons pas eues parce qu'encore une fois, nous, notre génération, on avait appris le droit en le pratiquant, le droit pénal international. Et donc, ils ont été toujours d'un apport intéressant pour nous donner beaucoup d'explications. Voilà comment, en tous les cas, l'équipe de défense a été constituée et voilà les éléments que je voulais porter à votre connaissance sur ce point. Merci, Catherine. For those who don't speak French, I'm going to summarize what Catherine said. Um, First of all, the Lubanga case was the first trial before the ICC, so first time interpretation of the Rome Statute would happen in a live case where she would have to handle the various provision of the Rome Statute and the way it was built and how to interpret it in court and in various filings. And so what she indicated is that uh, she uh, she first built her team by trying to focus on civil law and common law, and those who had this strength of practicing civil law and common law were Canadians. So she hired a co-counsel who was a Canadian and who practiced for many years before Canadian courts criminal law. And she also had another individual who joined her team who was Canadian, who had done a case before the ICTR, the International Criminal Tribunal for Rwanda, and so who had that common background. And then Catherine also explained how the next person in the team to be hired is the case manager. And contrary to what some people may say, that the case managers are the little hands, the little right hands who assist lead counsel. For Catherine, the case manager is a very, very important choice because they'll master everything that happened in the case. They'll organize your tools, your filings. They become a bit the institutional memory of the case. They're always there to improve the efficiency of how the defense team has to conduct its case regarding the various filings, the various evidence items. And then the third person Catherine has to hire is a resource person, an investigator that comes from the situation country. And Catherine explained that this person is the most fragile person in the team because he or she will become the target most of the time of the Office of the Prosecution because they will try and attempt to blame the resource person or the investigator for any problems in the field, inadvertent contacts, inadvertent disclosure of confidential information. So that's why it's a fragile position, and it's a position where you need to hire someone from the situation country who really understand the thoroughness of the work. And in order to choose the case manager and the resource person,
that person will also have a privileged link with the client. So Catherine says that she will liaise with the client in order to make that choice. But in order to protect this person from any attempts by the Office of the Prosecution to have that person take the blame for everything that goes wrong, Catherine indicated that she had strategically decided that the resource person investigator would not take any statement. They would meet the various lead and sources who will eventually become witnesses. And then the decision was taken that every single witness that was called as a defense witness in the Lubanga trial was met by Catherine. Because when she makes the choice to call that witness and she asks questions in court, she wants to make sure that she made the right choice, and it's also a way for her to have a second eye, a second view and opinion on the choice of defense witness, given that most of the time the resource person on the investigator could be biased because your choice of investigator or resource person necessarily goes down to someone who has contacts, who lived through the conflict. And because that person lived through the conflict, it could be biased sometimes when they give you their views or opinion on individuals that they met, which is why lead counsel or co-counsel, with their second layer of assessment when they meet witnesses in the field, make the final call on who to call as a witness. And this proved helpful for Catherine because what she had anticipated occurred, because when she called defense witnesses, systematically the Office of the Prosecution started questioning them by asking whether or not they had met the investigator or resource person in the field. And finally, and none the least, the hiring of interns is very important for Catherine because uh, given that she had started at the ICTR, at the time there was no, at the time Catherine started her studies, there was no specialized studies on international criminal law. She learned through practicing before international criminal tribunals. And so interns have this extra value of having specialized studies, masters and university degrees in international criminal law. So the foundation of what they bring to the team is of great value in terms of academic foundation and legal support that they bring to the team. So I hope I summarized it accurately. But I wanted to, because of the limitation in terms of interpretation, I wanted to take a few minutes to summarize in English what Catherine said in French. Thank you very much, Malene. Perhaps we can just let everyone know that we are happy to start collating any questions that anyone may have. So do please use the chat functions to start putting through your questions, and we will be collating them, ready to direct them towards our speakers in due course. Thank you. I think we'll now hand over to Simon. James? Simon, I can't hear you if you're. Perhaps whilst we wait for But Simon. Sorry, I'm having to do this from my phone because the Wi-Fi at work is down. Can you hear me now? Yes, thank Okay, you. fantastic. Thank you. Thank you, James, and thank you to Catherine and to Mylène for the summary. I'm going to be talking about assembling a team from the point of view of Victims' Counsel, and I think it helps to identify what might be the key difference between the two teams at the beginning, and that's this. It isn't the case that we would ever have the need for or employ an investigator in the situation country.
the facts of this case didn't call for it, and anyway, for reasons that we'll perhaps have to come on to later, it would be impossible to imagine somebody working on behalf of the victims of the Kosovo Liberation Army in Kosovo, because they are a very marginalized group of victims who are not, are very often not treated well by people in their communities or by the media. So we never had the need for an investigator, but I, rather to my surprise, was instructed as Victims Counsel in 2021 in this case. I had worked a lot with victims previously, but never as Victims Counsel. And so I was faced with the challenge of where do I start? And I suspect that many of you would be in the same position if you accepted a case of this kind, because not very many people have done cases as Victims Counsel. The short answer, and it's not meant to sound as flippant as it perhaps does, is ask Megan Hurst, because she is, as some of you will know, the leading authority on victim representation. And I knew Megan from before, and I got in touch with her, and that's how I got every single useful recommendation that I had. And the reason I say it's not meant to sound as flippant as perhaps it does is that actually using your network is the most valuable thing you've got. I used to think that interviewing people was a good way to choose them, and I'm afraid I don't think that anymore after the experience of interviewing somebody who I thought at the time was a clever, hardworking person with good interpersonal skills. This is many years ago, and that turned out to be rather a misleading impression, and the truth was rather at odds with that. And my current view is that some people are just good at interviews, and that an interview is not a sufficient test. You need to have a recommendation from somebody that you know, and somebody that you trust, who's recommending to you somebody that they know and they trust. Partly because it's very important that you're able to put together a team with the necessary skills, and partly because I think it's worth recognizing that you're going to spend an awfully long time together. My co-counsel has had the misfortune of having to be with me working for, really, it's coming up for 4 years in a few weeks' time. And that's a large chunk of your professional life. And if the team isn't functioning well, and if you don't get along, that's an awfully long time to spend in a state of unhappiness. So it's absolutely the key thing to do. Interestingly, and then you were summarizing, but my slightly better than schoolboy French allowed me to work out that Catherine was talking about her desire to balance her team with a common law experience as well. And I had the opposite problem, that knowing as I did that the judges here would almost certainly include a civil law practitioner, I was very keen to have somebody from the civil law world, and was fortunate enough to be recommended by Megan back to her, Maria Radzioska, who's from Poland and had spent her time working in the civil law system, but also doing work at the ICC, including for victims. Which brings me on to the next point I would make about victim representation is it's very different to defending. If a person is on trial for a very serious offence, he or she may very well want to have an aggressive lawyer who's going to be taking the prosecution to task and picking fights at every opportunity. And I'm not for a moment suggesting that any of the people on this panel or on this webinar are like that, but we've all seen people like that, and we've certainly had our experience of them here at the KSC, and there's a place for that. I'm not saying that there isn't. There is a place for that. But victim representation may not be the right place for that. We're dealing
ordinarily with people who have been through extremely challenging circumstances and may have enduring difficulties of a physical or psychological nature. And they need to have people who are dealing with them who bring different qualities than an old-fashioned adversarial advocate. And so the people that I was looking for and that I was lucky enough to find were people who had a pronounced sense of empathy about them. But I think more than that, people who had the ability to instill confidence in victims. And that I think only comes from experience. And so both my co-counsel and my main legal assistant here were people who had worked with victims extensively previously. And so I think it's a very difficult part of international criminal law to break into from the very beginning. You need to have the experience. How do you get the experience? That's the problem. The place where you can get the experience is right at the bottom. So I did recruit somebody with no experience at all, but that person was not going to be victim facing for the most part of what she was doing. She was doing a discreet but very substantial task for this team. And that's the way that you get in, I think. I don't think you're going to find it very easy. Anybody's going to find it very easy to get their first job as co-counsel on a victims team because of the special, I think, difficulties that apply to it. I think it's important to add that because for many of the people who are on this call, it's probably not the assembly of a team that's an issue. It's probably having the opportunity to join one. And so I don't want to give the impression that you have to have experience before you can join a team. You definitely don't, for the reasons that I have given. And in order to get yourself into a position where you can join a team, you will need to put yourselves out there. And I know that there are all sorts of things that are available for people. But the most effective way, I think, is just old-fashioned getting in contact with the person who is of interest to you and reaching out to them. I think that's a very, very useful way to do it. And I think you say a lot about yourself as you do that. So anyway, those are some thoughts of mine on assembling a team. And I'm looking at the clock. I think it's probably time to hand back to you, Milen, or to James, whoever's going next. Thank you, Simon. I'll summarize in French what you said, and then I'll hand over to James and Melissa, who will deal with a series of questions. Alors, ce que j'ai compris, c'est que contrairement à un conseil de défense, un conseil des victimes ne va pas nécessairement avoir un enquêteur sur le terrain. Il ne va pas, il ne reçoit pas d'instructions de son client et il doit être en mesure de monter une équipe qui va être habilitée à rejoindre en toute confiance les victimes. Et ben, vous l'avez probablement entendu prononcer le nom de Megan Hertz à deux ou trois reprises. Lorsqu'il a commencé et lorsqu'il s'est posé la question Where do I start? Par où je débute pour monter mon équipe, on lui a dit demande à Megan Hertz parce que elle a énormément d'expérience dans la représentation des victimes. Ensuite, le deuxième conseil que Simon Laws a exprimé, c'est que la vieille méthode qui était d'interviewer quelqu'un
de passer quelqu'un en entrevue n'est selon lui pas la bonne façon de monter une équipe parce que une personne peut être excellente en entrevue et s'avérer inexpérimentée, inefficace, non rigoureuse au niveau du travail. Et que pour lui, la meilleure façon de recruter quelqu'un, c'est de se fier à des recommandations. Et donc, les recommandations ont un poids beaucoup plus important pour Simon que l'excellence en entrevue. Et c'est extrêmement important de pouvoir choisir un membre, de pouvoir monter une équipe en recrutant des gens avec qui on a une même méthode de travail, des gens en qui on va pouvoir avoir confiance et de choisir la bonne personne parce que Simon expliquait qu'il va passer des années à travailler avec cette personne. Sa co-conseil actuelle, qui est polonaise, travaille avec lui maintenant depuis 4 ans. Euh, et donc, si on fait le mauvais choix, ça a un impact sur le fonctionnement de l'équipe. Et donc, euh, et l'autre aspect que Simon a abordé, c'est que représenter les victimes, c'est très, très différent de défendre quelqu'un. Et donc, parfois, lorsqu'on est avocat de la défense, ou lorsqu'on cherche à embaucher soit un co-conseil ou un assistant au conseil, on va vouloir quelqu'un qui est agressif, quelqu'un qui va être capable de pousser le procureur et de pousser le procureur à la tâche et de le challenger, excusez-moi l'expression anglaise, euh, euh, sur plusieurs aspects. Et donc, et c'est pas du tout le cas pour les victimes. Les victimes n'ont pas besoin et ne veulent pas quelqu'un qui est agressif. Ça n'a pas sa place lorsqu'on représente les victimes. Ce qui est le plus important, c'est quelqu'un qui inspire confiance aux victimes. Et pour Simon, quelqu'un qui inspire confiance, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et c'est pour ça que sa co-conseil et son assistante légale sont toutes les deux des personnes qui avaient énormément d'expérience auprès des victimes. Et tout comme Catherine, Simon a regardé aussi, a pris en considération l'aspect civil law. Et c'est la raison pour laquelle il a choisi Marisha, qui est polonaise et qui avait une expérience de droit civil auprès de ces juridictions. Donc, en gros, c'est ce que Simon explique au niveau de sa stratégie pour bâtir son équipe de représentants des victimes. James, Melissa, I hand over back to you. Malene, thank you very much for that, and many thanks, great thanks really to Catherine and Simon for those excellent and really very helpful contributions for all of us. I'm going to take a question now from Shruti Vaidya. I hope I pronounced the name correctly, and I'm going to piggyback off her question to takes to a further question, and she really asked because you've both given an explanation of how you recruit effectively from your connections and people that you know in the field. And a question that's been asked here is, what about appointing of lawyers from the list of assistants to counsel, and I suppose also follows a list of counsel as well here at the ICC. And really, of course, it's picks off, and having to pick back off that question, it's really also about the fairness, some may ask, in recruitment and what is the impact of recruiting from your connections on the element of fairness in recruitment and ensuring that everything is open and can be seen as fair. Either of you can take that question first. Perhaps Catherine?
Euh, j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que je dois dire que je n'ai pas recruté les, les gens que j'ai embauchés parce qu'ils étaient sur la liste. Ils étaient sur la liste d'ailleurs, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je les ai embauchés. Je les ai embauchés parce que effectivement, premièrement, mon co-conseil, qui est d'ailleurs français, je l'avais pratiqué devant la Cour pénale, devant quand on était ensemble au TPIR. Et ensuite, mes assistants, c'est effectivement parce que j'ai eu des recommandations de personnes qui avaient travaillé avec eux, qui a fait que je les ai désignés. J'ai pas, encore une fois, je pense qu'il faut que je sois honnête, j'ai pas regardé la liste pour choisir les gens qui ont travaillé avec moi. Est-ce que je réponds à la question, James, oui, ou à la question qui a été posée? I can translate for you, James, and for those who didn't get it. She says that she didn't hire them because they were on the list. However, they were on the list, but that was not her main her her main concern. Her co-counsel, she hired him because she practiced with him before the ICTR, and the other team members, they were recommended to her. So recommendation again played a big role, but all of them were on the list. Can I just pick up on that? I have every sympathy with the question because it's extremely the best way to get a job is to be recommended when you're not necessarily known to the people who are making the recommendation. But the list of co-counsel people eligible to be co-counsel is very, very long at the ICC, for example, and here at the KSC, I haven't counted it, but it's many, many dozens of people. It's probably getting on for 100 people, maybe more. It's impractical for me to interview all of those people. And anyway, as I said a few moments ago, I don't think interviews are a great way to find the people that you want. The people that you want at this level, at the level of co-counsel and of case manager stroke legal associate, not talking about the beginners, but at this level, they are people who have already done a case at the ICC or at the ICTR or ICTY. They're people who can point to a track record, and they're going to have worked with people that one knows. So it isn't an ideal situation, and I think there are lots of corners of the world that we work in that are a little bit murkier than perhaps they ought to be. But it's a practical issue. A person in my shoes needs to assemble a team relatively quickly to get on with the work, and somebody saying to you, this person is great, is a shortcut. Interviewing everybody who's potentially available to fulfill the role is simply not going to get you there. Thank you Full very much stop, for full that. stop. Let Lean perhaps interpret and that Sure. for the audience. Thank you, Melanie. No, Sorry, Lean. no, no, it's okay. Ce qu'il explique, c'est qu'il a énormément de sympathie euh, pour la situation et d'empathie. Il comprend la difficulté exprimée dans la question, en ce sens que mais comment est-ce qu'on peut être recommandé si personne ne finit par nous embaucher et qu'on ne peut pas se faire connaître? Et en contrepartie, il explique que la liste des conseils est tellement longue, pareil au KSC. Et donc, c'est très difficile. Et puis, ce qu'il explique, c'est que effectivement, quand on recrute quelqu'un à ce niveau, au niveau de co-conseil, voire d'assistant légal ou d'assistant au conseil, il faut que cette personne ait une certaine expérience. Parce que c'est des méga dossiers et cette expérience qu'elle vienne du TPIR, du TPY,
du KSC si vous êtes à la CPI ou vice-versa. Et donc, c'est pour lui, le milieu est tellement vaste maintenant que ces personnes vont finir par être connues de collègues. Et donc, c'est sur la base de ce que les collègues viendront dire, à savoir si cette personne est recommandée ou non, qu'il va faire le choix ultime de co-conseil ou d'assistant légal ou d'assistant au conseil parce que c'est des postes avec responsabilité assez importante. Est-ce que je peux ajouter une petite chose sur cette question qui a été posée? Je comprends bien la frustration que peuvent avoir des gens qui font la démarche de se faire inscrire sur la liste et qui, in fine, disent, mais combien j'ai de chances d'être un jour désigné? C'est, c'est vrai que le système, le système il faudrait qu'on y réfléchisse parce que on crée des espoirs qui, évidemment, sont, à mon avis, des faux espoirs. Et ce qu'on explique là, c'est ça qui rend le problème difficile, c'est que on demande aux gens d'avoir des expériences avant de les embaucher et en même temps, on les inscrit quand même sur une liste sur d'autres critères parce que en fait, vous pouvez être et effectivement sur une liste sans avoir un jour, même comme conseil principal, avoir exercé dans une juridiction pénale internationale. Je pense que je comprends la frustration, je ne sais pas très bien comment on pourrait résoudre cette difficulté, mais en tous les cas, c'est une vraie difficulté, effectivement. So Catherine was saying that she understands the frustration because it appears to her that we create false hope with the list of counsel because we're asking people to meet certain criterias, and if they meet them, they end up on the list of counsel. And then before hiring someone, well, we want them to have experience before international institutions, although they are on the list of counsel. So we hire them on other criterias, and they can end up on the list of counsel without international trial experience, and therefore she says there's a false hope that is created by this list. She doesn't know what the solution is, but is very sensitive to the frustration. I can jump in with another question that I will translate in French right after. So, does your team composition evolve as the case evolve, and how do you adapt your team composition when you have different type of evidence? For example, if you have at a certain point during the case, if you have technological evidence, will you adapt your team composition to this different type of evidence? Donc, est-ce que votre équipe, est-ce que la composition de votre équipe, elle va s'adapter ou elle va changer tout au courant du dossier? Est-ce que vous allez adapter la composition de votre équipe par rapport à, par exemple, de la preuve, un type de preuve qui pourrait arriver dans votre dossier, comme par exemple une preuve qui est plutôt technologique, comme on pourrait penser dans les dossiers qui s'en viennent, si vous avez besoin des ressources plus particulières? Simon, you want to answer first, or? Sure. I mean, I would say that a development, an evidential development of that kind that involves a technological aspect or some other kind of expertise is more likely to be addressed by instructing an expert than by changing the composition of the team. And the expert would be not likely to join the team, but only to be instructed in their capacity as an expert who advises you or may, in due course, give evidence on behalf of whoever your client is. And I wouldn't myself think it likely that you would seek out a person with a very particular technical expertise, but I'm sure it could happen. I can't rule it out.
I've never come across it myself. I think our job as advocates is to be in a position to expand our minds with the developments of technology and of science, and be able to understand the topic sufficiently well with the guidance of an expert in order to maintain the same team. I suspect there probably are people here out there who have very, very particular expertise and who hire themselves out from time to time, but I haven't met them yet. Avant que tu expliques, Catherine, je vais résumer ce que Simon a dit. En fait, il explique que s'il y a un développement de cette nature, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va instruire un expert. Plutôt que de recruter quelqu'un qui va se joindre à son équipe. Il va instruire un expert qui potentiellement, éventuellement, va témoigner. Il ne peut pas exclure cette possibilité, mais c'est comme ça qu'il voit les choses. Et il considère que nous, en tant qu'avocats, en tant que conseil devant les institutions internationales, on doit étendre nos horizons avec les développements technologiques, scientifiques, afin de comprendre les différentes avancées, les différentes expertises, et afin de maintenir, on maintient la composition de notre équipe, mais on s'instruit auprès des experts. I mean, over the years, I suppose DNA and phone evidence are the two areas that have really taxed us, and we're all familiar with having experts in both disciplines regularly appearing in our cases. And I think that's a very good example. I think eventually those of us who do that sort of work acquire a working knowledge that is sufficient. And when a new area comes along, that's where you've got to start. You've got to start with the aspiration to understand it. And it's also important to bear in mind that if you don't understand it, then there's absolutely no chance that the judges are going to understand it, because you're not going to be able to package it and present it in a way that is meaningful to them. So at some level, you have to understand this yourself. And that means that's another argument in favor of not employing a different person, but simply getting the right expert. And Catherine, I'm sorry, I've answered it twice now. I apologize. Il explique que il donne deux exemples, l'ADN et la preuve téléphonique, qui dans les dernières années sont apparus dans différents procès. Et c'est hyper important de comprendre cette preuve à l'aide d'un expert, parce que si on ne la comprend pas, on ne pourra pas la résumer ou la présenter devant les juges afin que les juges la comprennent. Et que si les juges ne la comprennent pas, on n'aide pas l'avancée de notre dossier. C'est la raison pour laquelle, pour Simon, les experts sont essentiels, plutôt que de changer la composition de l'équipe. À toi, Catherine. Oui. Ben, pour une fois, vous voyez, l'avocat de la défense est d'accord avec l'avocat des victimes. C'est assez rare, mais il faut le souligner. Non, moi, je pense il faut faire vraiment attention à la composition de notre équipe, qu'elle reste stable. Et c'est vraiment une des choses que je trouve le plus importante. C'est-à-dire que notre équipe, je vois maintenant beaucoup de changements dans les équipes de défense, et je me dis, à chaque fois que vous faites un changement, vous perdez toute une histoire du dossier lui-même, et vous êtes obligé de reformer des gens à l'intérieur de ça. C'est une déperdition terrible. Donc, je dis ça pour les jeunes qui viendront dans des équipes. Je pense qu'il faut vraiment se dire que la stabilité des équipes de défense est notre force, et qu'il faut maintenir un climat agréable. Il faut faire très attention à prendre soin des uns des autres, parce que franchement, c'est un travail qui est
délicat, difficile, passionnant et qui nécessite une ambiance dans une équipe qui fonctionne bien. J'allais dire, c'est une équipe qui est gagnante. Une équipe où il y a des changements tout le temps, ça ne correspond vraiment pas à mener à bien un dossier. Et donc maintenant, je réponds à votre question parce que c'était une manière de l'introduire. Non, je ne changerai pas mon équipe de défense ou même en demandant à quelqu'un d'extérieur d'arriver à un moment donné sur des points spécifiques. Je pense que je ferai comme ce que Simons dit, je demanderai, si le greffe l'acceptait, bien sûr, à ce qu'il y ait un expert qui vienne sur ce sujet. Mais je ne changerai pas l'équipe de défense. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on arrive à comprendre nous-mêmes tout un nombre d'éléments nouveaux, parce qu'ensuite, c'est quand même par notre truchement aussi qu'il faudra qu'on fasse comprendre ça aux juges. Voilà, donc pas de changement d'équipe. En tous les cas, je trouve que ça serait pas la bonne manière de régler le problème. So Catherine entirely agrees with Simon and says that the most important aspect of a defense team is stability, and that every time there's a change, you're using institutional memory. And every time there's a change, you need to train the new people joining your team, and that it's a terrible loss. And on the other side, stability is the strength of a defense team. So you need to install an agreeable climate in your defense team. It's a delicate work. It's difficult. It's passionate. And you need to make sure that the climate in your defense team works well in order to have an efficient team, a winning team. So to answer the question, no, she wouldn't change her defense team. Hire an expert. She would make sure the judges understand, and she would adapt. But most importantly, she would maintain team stability. Thank you very much, Malene. We will be moving very soon to looking at the case study that was sent around to everyone. Hopefully, everyone received this case study, that being the prosecution trial brief of Prosecutor v. Henry Wright. And we'll be discussing the strategy, effectively preparing the strategy of this case in a moment. Before I do that, to give everyone a chance to actually dig up their case study, I have one more question, if I may, perhaps mainly to Catherine, but in fact, Simon, you can also assist, because of course you have experience as well as defense lead counsel before the International Criminal Tribunals. And that is, Catherine, you mentioned in your presentation trying to recruit investigators, and you say they will be from the situation country. That seems to many people perhaps as the most challenging recruitment that you may have to embark upon. And really, how do you find the appropriate candidate, and what kind of previous experience would you be looking for in a candidate? And in fact, you mentioned that you need to find someone that the the client would like. I think the client has to make the choice. And I wonder, and people may wonder what you mean by that. Does that mean if the client effectively has a veto on who the investigator is? Do they get their close friends or people that are connected to them to act as investigators? And what impact does that play in terms of ensuring their impartiality and their effectiveness, so they're not effectively seen as a target for the prosecution or indeed the other side, who the other side is, when it comes to trial? And perhaps if I let perhaps whoever wants to take that first.
I think it's for you, Catherine. Yes, but I think Mylène wants to translate, maybe. Sure. Thank you, Mylène. James a demandé si Catherine pouvait expliquer davantage le recrutement de l'enquêteur, de la personne ressource qui vient du pays de situation. Parce que pour James, il semble que c'est le recrutement le plus difficile, le plus difficile en ce sens qu'il vient du pays de situation et que Catherine semblait dire qu'elle demandait l'avis de son client. Est-ce qu'elle peut expliquer davantage? Est-ce que le client a un veto sur le choix de la personne ressource ou de l'enquêteur? Euh, j'ai jamais pensé que le client avait un veto euh, sur ce qu'on pouvait décider comme enquêteur. Euh, on a eu deux ou trois personnes qu'on nous a proposées. Donc ensuite, je dirais que on a opté pour une de ces trois personnes, non pas parce que d'ailleurs le client souhaitait forcément cette personne-là, mais parce que euh, des critères, je dirais, voilà, qui nous paraissaient, il nous paraissait quelqu'un qui était un professeur de français avec une longue expérience d'apprendre des choses à des élèves. Enfin, voilà, il y avait des critères qui étaient en dehors, je dirais, de cette relation entre le client et ça. Et surtout, le point sur lequel je voudrais insister pour moi, c'est que on a tout de suite défini avec le client et avec l'enquêteur les lignes rouges. C'est ça qui me paraît le plus important. C'est-à-dire qu'on a clairement dit au client que c'était pas lui qui donnerait des indications directement à la personne ressource, que tout passait par nous et qu'il avait le droit de nous faire des suggestions, il avait le droit de penser, enfin oui, de nous faire des suggestions sur les enquêtes qu'on allait mener, mais quand tout est à cause, ce n'est pas lui qui dirigeait ces enquêtes et qu'il fallait qu'il nous fasse confiance et que la personne ressource, encore une fois, il y avait des lignes rouges qui ont été faites. C'est ce contrat entre le client, nous et la personne ressource qui a été pour nous fondamental. J'ajoute, pour vous donner un exemple, c'est que cette personne ressource, on l'a gardée jusqu'au bout. On a eu à un moment donné besoin d'une autre personne ressource très ponctuelle. Cette personne ressource, je vous le dis, n'est pas restée très longtemps dans le dossier parce que elle allait en enquête, mais elle en profitait pour vendre de l'or. Je vous donne cet exemple parce que c'est un exemple réel et que donc on a expliqué aux clients que nous, on ne pouvait pas accepter ce genre de choses. Parce que c'est vrai qu'elle vendait de l'or, ça n'avait rien à voir avec les enquêtes qu'elle faisait, mais éthiquement, pour nous, c'était impossible d'avoir quelqu'un sur le terrain qui nous représentait quand même et qui avait ce type de comportement. Voilà, donc je vous dis juste, pour moi, le problème, c'est plutôt le contrat que vous passez, qu'est-ce que vous dites à votre client ne peut pas vous manipuler. Et il pourrait vous manipuler et il pourrait aussi manipuler l'enquêteur si on ne définit pas les choses très clairement avec les clients que nous avons. So Catherine was saying that no, the client doesn't have a veto. However, it's very important to define with the client and the investigator or resource person the red lines. That from the start, it was very, very clear between her, the client, and the investigator, that everything would go through counsel, never through the client. And that it's this contract with the resource person or the investigator that's the foundation of her choice. If everybody agrees that
these rules are going to be respected, that everything goes through council, and that you respect that you don't cross the red lines, then that's how she builds the choice of investigator or resource person. And then she gave an example of an investigator or resource person who didn't stay very long in the team, but who took advantage of his position to sell gold while he was in the team. Although there's nothing wrong in doing that ethically, for Catherine, it was something that she didn't want to accept, because this person represents the Lubanga defense team in the field, and she can't have a person who represents the Lubanga defense team in the field and who at the same time is acting in such a manner. So for Catherine, it's very important that, and it's also a good it's a good introduction to case strategy. For Catherine, it's very important that you define the limits of the do's and the don't of the investigator and the resource person. I believe that I'm seeing I'm a bit conscious of the time, and I see that it's already we're past the half of the training. So I think it's time to move on maybe to the second part of the training, which is how you built your strategy of a case. And we thought that we would use the case study that we have sent to everyone, I think maybe a week ago. That it's the situation of the prosecution against Mr. Henry Wright. We use a case study just to give a bit of material for everyone to be on the same foot. And I will be asking maybe one question to Simon and one question to Catherine, and then we would very value your input and how you would have addressed this, maybe building your case if you were the lead counsel. How would you have done it? What would be your strategy? How would you find victims, or how would you investigate this event to defend your client, for example? Donc, on va passer à la seconde partie du training, comme je vois que le temps avance, qui est la partie qui est la préparation et comment on construit la stratégie de son dossier. Et nous avons fait parvenir une étude de cas en français et en anglais qui est le procureur contre M. Henry Wright, mais peut-être que vous allez reconnaître les faits, on l'a déjà utilisé dans d'autres trainings du ICCBA. Comme vraiment du matériel pour que tout le monde soit un peu sur le même pied d'égalité, et que je vais poser des questions à Simon et à Catherine, mais on aimerait aussi de votre part, peut-être que vous pouvez un peu confronter nos speakers sur la manière que vous auriez fait si vous aviez été le conseil principal. So I may start, unless Simon or Catherine, you already have an event or an incident in the case study that you would like to address in particular, or how you would tackle this as lead counsel, as a lead representative of victims, or as a lead counsel for defense. Otherwise, there's one incident that is, I think, would be very interesting to have both your perspective on. So you go ahead. I pitch it. For example, one of the incidents that, if you take the annex that contained the statement from Mr. Merson, you have is discussing how on the instruction of the group for which he belongs to, he had to go in the Grand Abbey, and he knew how the Grand Abbey meant. What it meant for the Wen's identity. And he went in the Grand Abbey with his fellow members of the group. This is at page 29, if that can assist, of Annex D. That's the statement of Mr. Merson. And he goes into this Grand Abbey and he destroys some of the artifacts in the abbey.
because he was afraid that if he would not follow this instruction, he would have to face reprimands, or he could be punished, or he could be even killed. So how, maybe we can start with Catherine. How would you investigate this incident? Donc, peut-être rapidement en français, je suis à l'annexe D, qui est la déclaration de M. Merson à la page 29, où on parle de la destruction d'objets culturels dans la Grande Abbaye, où M. Merson, il est allé avec son groupe et a détruit plusieurs objets qui étaient contenus dans la Grande Abbaye, qui étaient très chers à l'identité du groupe Wenz. Et il a commis, il a fait, en fait, il a commis ces actes par peur des représailles qu'il aurait pu faire face s'il n'avait pas posé ces actions, qui auraient pu même mener jusqu'à sa mort. Donc, Catherine, comment est-ce que tu aurais mené tes enquêtes, par exemple, et comment est-ce que tu adresserais cet incident dans le cadre de ta stratégie de la défense? Bon. Comme toute enquête, hein, aller sur les lieux, vérifier véritablement que le travail d'enquête et le travail de challenger la preuve du procureur, c'est toujours de se dire est-ce que véritablement les faits se sont passés et se sont passés tels que le procureur les décrit. Et donc, c'est ça vraiment le travail d'enquête et de la défense. C'est de passer au filtre toutes les informations que nous donne le procureur pour nous dire est-ce que véritablement c'est vrai, c'est pas vrai. Et si je pense que c'est quand je vais sur le terrain, je me dis mais non, ça c'est absolument impossible. Penser à comment je peux dans mon enquête et challenger la preuve du procureur, mais également rapporter la preuve contraire. C'est ça le travail d'enquête. Et c'est ça qu'il faut faire dans ce cadre-là. Est-ce que véritablement ces objets ont été pris? Est-ce qu'ils ont été pris par cette personne-là dans les conditions qui sont déterminées? Oui ou non? Enfin, c'est ma première réflexion sur ce sujet. C'est vraiment ça notre travail. Notre travail, c'est passer tous les éléments de preuve au filtre des enquêtes que nous faisons. Et ensuite, rapporter, encore une fois, on est dans un double standard. C'est challenger la preuve du procureur, être sûr que ce qui a été dit est vrai, et si tout ça n'est pas vrai, à ce moment-là, se préparer à rapporter la preuve dans notre stratégie générale. Alors, la stratégie générale, là, dans le dossier, honnêtement, je ne suis pas en capacité de la donner réellement. Mais en tous les cas, c'est les premières observations que je pourrais faire sur ce sujet. Thank you, Catherine. I'll translate before James asks a question towards addressed towards Victims' Counsel. But first, I would like to once again, because I don't like to take credit, but to give credit where credit is due, to thank Sarah Bafadel, who was the original author of this case pattern and who allowed us to use it. So Catherine is saying the first thing I would do is you have to go you have to go at the crime scene, if I can use the term crime scene. So you have to the investigating work is first verify whether the events occurred and whether the events occurred the way the prosecution is saying they occurred. So every information provided by the prosecution has to be filtered through the defense team, who is there to verify whether this truly happened and did it truly happen the way they are describing it. And if it didn't happen the way they are describing it, then the second part of the defense job is to explain or bring back or prove how it happened. So you first need to verify whether it's truly it is truly reflective of what happened, and if it's not, you have to bring back the evidence on how the events really and truthfully unfolded.
Thank you, Malene. Just to remind all our participants, you can continue to type your questions in relation to this case study and building a case strategy into the chat, and we'll try to take your questions as well. I just turn to, if I may, to Simon with this question. Can we perhaps proceed on the basis that you are lead counsel for the victims and you are, in fact, one of the participating victims in this, in that you're acting for, is indeed one of the witnesses in this case? And we know that certainly in this particular scenario, we have Gareth Bellingham, who you'll find, I think it's the second annex B, who is one of the alleged child soldiers in this case. And we just want to know, how would you even approach your role as lead counsel for victims in effectively planning or building that strategy of how you actually approach representing your victims? Well, it's a great question because Gareth Bellingham has been created in order to have several different elements to his makeup, hasn't he? He is a perpetrator, he's an insider, and he's also a victim because he was, on one view of his evidence, under 15 at the time that he became a child soldier. So he's somebody who has to be dealt with incredibly carefully. And I think that my instinct would be that this is a matter of such sensitivity that I would actually get an expert involved for him right from the very beginning. So we've worked with a human rights organization here in the Netherlands. Don't ask me to say the Dutch name, but they're known by the abbreviation IMO. If you Google them, IMO, IMMO, you'll get their full title, and they are a wonderful resource, having spent many years assisting victims of conflicts and of torture and of bereavement. And we've used them quite a bit so far. And I think the first thing I would do, to be perfectly honest, is to ask them to give me some assistance with this, because I think he's somebody who has seen as a teenager things that no teenager should see. And I think that it goes beyond the ordinary encounters that one might have. I think I haven't dealt with a child soldier before. To do it for the first time, I would take advice. That's the truth, and then I would go and see him wherever he was, and I would spend as long as it took to get to know him and to understand everything about him and about how what happened has affected him. And that might be a process that, if there are the resources and if it was possible to do, it's something that one would do not once, but several times. The most complicated victim that I have represented here in this case is somebody who I had numerous meetings with and the involvement of an expert. Can you still see me, or have I gone? No, we can still see you, Simon. Sorry, my phone link is not great. And it took a long time in order to have his confidence. He was a very damaged person, but it was, in the end, very worthwhile. So I would do it slowly. I would do it with the backup of an expert, and I would probably do it repeatedly in terms of meetings. Thank you, Simon.
Alors, James a demandé à Simon de nous expliquer quelle serait sa stratégie en tant que représentant légal des victimes s'il avait à représenter Gareth, qui se trouve dans le dossier qui vous a été distribué. Et Simon a expliqué que c'est une question assez intéressante parce que euh, cet individu porte trois chapeaux. Le chapeau de perpétrateur de crime, le chapeau d'insider. Alors, insider, c'est le terme employé pour celui qui fait partie du groupe de l'accusé. Et il porte également le chapeau de victime parce qu'il était un enfant soldat allégué à l'époque des événements, donc il avait moins de 15 ans. Et donc, pour Simon, c'est une victime avec laquelle il doit approcher avec énormément de sensibilité et avec beaucoup de tact et il doit être très careful, il doit être très minutieux. Sa première réaction à Simon, c'est de dire, c'est une situation où j'embaucherai un expert. Il a donné l'exemple de l'ONG IMO, qui est une ONG avec laquelle il a eu à gérer ici aux Pays-Bas, parce ils ont passé plusieurs années à assister des victimes dans des situations de conflit. Il leur demanderait des conseils afin de savoir comment il doit gérer, approcher, communiquer avec cette victime participante avec laquelle il doit échanger, fonctionner, représenter. Parce que pour Simon, ce témoin, cette victime, Garrett, c'est un, un adolescent qui a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir, qui a vu des choses qui vont au-delà de l'ordinaire. Et donc, il demanderait l'avis d'experts pour savoir comment approcher une victime qui a vu ce type d'horreur, surtout si Simon doit représenter un enfant soldat pour la première fois. Euh, et donc, il passerait autant de temps que nécessaire pour apprendre à connaître cette victime et il le prendrait de façon posée, de façon calme et répétée si nécessaire. Thank you very much for that, Simon. Perhaps I'll let Melissa ask a question in due course. But if there are any other questions from members, participants who are watching, do please feel free. You can put up your hand and ask it orally if you want to, or you can, of course, put your question in the chat. Thank you, Simon, for that answer. Well, can I just say it sounded so much better in French, Mylène. It's just an illusion, Simon. Yes, I see one question from the chat. Maybe I can ask it. It's a question in French, and it's related. It's also related to the case strategy in a way. It's what kind of criteria do you have for how you select your investigator at the ICC? So this is maybe a bit more a question for Catherine. Quels sont les critères pour être sélectionné comme un enquêteur à la CPI? Peut-être qu'on peut répondre rapidement, puis ensuite revenir sur le case study. Il y a maintenant visiblement une liste d'enquêteurs qui sont listés, donc comme on liste les co-conseils, les conseils, etc. Mais il semblerait que la pratique veut encore que le conseil principal peut proposer une personne qui n'est pas sur la liste des enquêteurs, mais que le greffe considère
qu'elle a des qualités qui lui permettraient de faire des enquêtes. En tous les cas, je le dis maintenant, mais peut-être que comme je ne suis plus à l'heure actuelle dans un dossier, je ne sais pas si cette pratique est encore en cours. En tous les cas, de mon temps, elle était véritablement en cours. Et si vous me posez la question de savoir quels sont véritablement les critères, alors là, je vais vous dire, c'est quand même des critères relativement, quand vous proposez au greffe un enquêteur, il vous demande un peu quel a été son curriculum, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie. Voilà, c'est quand même très large parce que j'ai eu des discussions à l'époque du dossier Lubanga sur quels étaient véritablement les éléments fondamentaux qui prenaient en charge le greffe pour nous dire que l'enquêteur pouvait être là. C'était très large à l'époque, hein, parce qu'en fait, ces gens-là n'avaient pas été enquêteurs dans leur vie. Donc ça veut dire qu'on pensait qu'ils auraient les compétences nécessaires pour être enquêteurs. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Catherine explained that at the time, the registry required a certain level of experience because they held a list of investigators. And so in any event, you have to explain the resume of the individual and justify or substantiate why you choose him or her as an investigator. Thank you. I will ask a question in due course if there aren't any questions, but if there are any questions, if anyone wants to take the floor and ask a question directly, we'll leave a few seconds now to let you make yourself known and ask the question of our speakers. I will ask this questions towards I'll ask again a question for you, Simon. Perhaps you can just explain, because I'm not sure all our guests today fully understand exactly what your objective is in an ICC or an ICL trial as victims counsel. When you have the prosecutor, who everyone knows what they're there to do is to prove their case and get the defendant convicted, and defense counsel is there to prove, well, not to prove, but certainly to but pick holes in the prosecution's case and hopefully get an acquittal. What is your purpose as victims counsel? And you can take again the scenario we have as they're asking for this participant victim. What exactly is your actual objective in this whole assessment? Well, it's a great question, James, and I know that my colleague Natalie von Wissinghausen is also on the call, or she was. I saw her join, and I think we both have wondered the same thing as victims counsel. What are we doing? So I can only give you, I think, my understanding about it across a number of different areas. I suppose that the most straightforward classic answer to give you is that the role of victims counsel is to ensure that the harm suffered by the victims is put before the court in its fullest extent. And that is something about which there are differing views, I think, amongst practitioners and certainly amongst judges as to whether that's a useful thing or not. And I'm not here to persuade anybody one way or the other or to give my own view. But it differs from the role of the prosecution, who may establish through a witness who is also a victim that they suffered a particular harm. But they will very rarely go to
the next stage of that inquiry, which is to look at all of the different ways that a person has been affected by a crime. And those can be of great importance to the individual concerned. So I'm talking here about direct victims. For example, somebody who has been detained in a camp and tortured. The repercussions for their life are often difficult to convey, but it can be very important for that person to feel that they have had an opportunity to explain why it is that 25 years later they still can't sleep and have bad dreams, and why certain noises startle them, and why their life is not an enjoyable one to the extent that they might have expected it to be. So that's the kind of, I think, the core of what we're talking about here. But the indirect victims are, I think, something which the prosecution simply don't need to have an interest in. If a person is murdered and they leave behind a wife and children, that's a tragedy. The prosecution can summarize that in 6 words, can't they? They can say, left behind a wife and children. That might even be 5 words. They don't need to go any further than that. International criminal law has developed an approach which is to say the suffering of those victims is important in its own right, and it requires to have its own voice. And it's for that reason that victims who are not themselves the victims of direct criminal activity have become participants in these trials. And so the trials here at this court, we have had a very large number of victims admitted whose fathers or brothers or spouses were murdered. And again, views are going to differ about whether this is a useful thing or not. I think there's a school of thought, particularly perhaps amongst some of, shall we say, the more senior judges, not here, but generally, that this is all a bit of a distraction, and we need to get on with the main task, which is have the prosecution prove that the defendant is guilty. I think there are a lot of other judges, however, who think that the truth is that we're only doing these cases because we believe that victims have been wronged and that victims should not be wronged in the future. And therefore, to exclude them from the process is rather a strange approach. And I'd give you one personal reflection on this from a long time ago. At the ICTY, there was obviously a lot of attention, a lot of focus on the Srebrenica cases, and the mothers of those who lost their lives there came on one occasion to the court, and I expect there's some people on this call who will remember that group of mothers and remember their very, very dignified demeanor approaching this building where such awful events that had such direct relationship to their lives were being litigated. And I think you could stand back from that and think, is this right? These people have apparently no way in to this process other than to come and sit in the public gallery behind bulletproof glass in an airless chamber, not in any way integrated into this case, except as witnesses, some of them, but not many of them for obvious reasons. And I think that's where there started to be a sense that actually victim representation needed to be broadened out, and that the wider family of victims needed to be included in these cases. And so that, I think, is the second part of it. I think the third part to me is that if you really get to know
a victim, it's entirely possible that you'll be able to add something to the case beyond the question of harm. And without going into any detail here, that certainly happened here at this case, at this court, I should say. So that's a bit of an overview of where we are with victim representation, what it's about, and why it might be thought important. People have to make up their own minds. Good luck with that one, Milan. I have 3 pages of note. I'm gonna try. Sorry. It was very, very interesting, and I really want to be faithful to what you said in my interpretation. Well, first of all, Simon was looking for Natalie van Westerhausen, who's a legal representative of victims at the ICC, and they have somehow the same approach. And Simon's approach is that You're saying it in English, I'm Milan. saying it in English. I'm so sorry. Mylène, tu es en train de le faire en anglais, hein? C'est l'heure, Catherine, c'est l'heure. Le ski m'a tué aujourd'hui. Alors, Simon cherchait à voir si Nathalie van der Stausen était toujours parmi les participants parce que c'est une collègue qui représente les victimes devant la CPI et ils ont une approche similaire. Et donc, pour Simon, ce qui est la priorité numéro un, c'est que la souffrance des victimes soit présentée devant la cour to its fullest extent, dans sa totalité. Et son rôle est différent du bureau du procureur le bureau du procureur peut établir à travers les témoins la souffrance en posant certaines questions. Mais pour Simon, une victime peut être affectée de différentes façons et par un crime. Et donc, c'est son rôle à lui à travers ces questions, d'amener la victime à exprimer les différentes façons les différentes souffrances qu'elle a vécues et tous les effets que le crime a eu sur elle. Et donc, par exemple, une victime qui a été dans un camp et qui a été torturée, c'est quelqu'un sa souffrance ne s'arrête pas à la torture physique et sa détention dans le camp. Sa souffrance s'étend à une répercussion qu'elle a pour le reste de sa vie, à savoir que cette victime ne peut pas dormir, elle fait toujours des cauchemars, sa vie n'est plus, elle ne profite plus de la vie comme ce l'était avant la commission du crime. Le deuxième aspect pour Simon, c'est les victimes indirectes. Euh, pour Simon, là encore, le rôle du légal des victimes, la stratégie du représentant légal des victimes, elle diffère du bureau du procureur le bureau du procureur n'a simplement, ce n'est pas nécessaire qu'il ait un intérêt sur la tragédie dont a souffert les victimes indirectes. Et les victimes indirectes, ça peut être le mari, la femme, le père, la mère, qui sont laissés derrière par la mort de la victime. Et donc, pour Simon, ça aussi, c'est un aspect sur lequel il veut insister parce que c'est important qu'on connaisse la souffrance et la tragédie dont souffrent les victimes indirectes. Et euh, pour Simon, euh, le droit pénal international a développé une importance particulière à la souffrance des victimes. Et c'est de là qu'on s'est inspiré pour élaborer et aller plus loin que les victimes directes. Et c'est de là qu'on a instauré la participation des victimes.
Et donc, certaines victimes qui sont admises à participer peuvent effectivement être des pères, des mères, des maris, des femmes, des conjoints. Et donc, leur vue et leurs observations sont importantes. Euh, Parce que euh, la raison fondamentale pour laquelle les avocats représentant les victimes prennent ces dossiers, c'est parce que les victimes ont été lésées. Et il faut s'assurer de bien les représenter devant les institutions internationales. Et il a donné l'exemple de l'affaire Srebrenica au TPY qui a eu beaucoup d'attention. Euh, il y avait un groupe de mères qui regardaient, qui suivaient le procès derrière la vitrine, pour ceux qui sont familiers avec la salle d'audience du TPY, qui avaient euh, qui avaient souffert de leur dignité, qui avaient perdu des proches, mais qui n'étaient pas intégrés à même le procès euh, à l'exception de certaines d'entre elles qui avaient été appelées en tant que témoins par le bureau du procureur. Et donc, c'est à ce moment-là, pour Simon, ça a été un moment tournant parce qu'on voyait ces femmes derrière qui suivaient les procédures et on s'est dit que les victimes doivent avoir euh, une plus grande participation et on doit étendre à la famille plus large parce que ces femmes avaient souffert de ce qu'avaient vécu des proches. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pensé à élargir à la participation des victimes indirectes. Euh, et la troisième raison, la troisième partie de la vision de Simon en tant que stratégie comme conseil représentant les victimes, c'est si le représentant des victimes prend réellement le temps de connaître sa victime, d'apprendre à le connaître, euh, vous allez être en mesure de poser une question ou d'amener un élément qui n'a pas été adressé, soit par le bureau du procureur ou par les juges. Alors, j'espère que j'ai été fidèle. I hope I was faithful to all these interesting aspects you brought, Simon. You're muted. Qu'est-ce qui se passe là? We still have Simon. Yeah. Sorry. Yes, you did an amazing job, Milen. Sorry, it was a very long answer. Sorry, Melissa, go ahead. I see that there's few more questions in the chat that we can maybe address before the end. There's a question that is directed to defense counsel, but I think, Simon, this is also something that you can answer from a defense perspective. It's how can you approach the gathering of evidence in the area where the alleged war crime is committed? And I think maybe you can focus on what type of evidence will you try to gather? What will you be focusing on? How can you, or what type of safeguard can you put in place to protect the integrity of your evidence? How will you handle also this evidence in your case? And this goes also with the second question, more specifically about child soldiers. How do you address as a defense counsel when you in the case of child soldier charges, when you don't have the proof of the age or it's missing or it's inconsistent? How will you organize your strategy? Will you push for forensic age assessment, or will you attack more the overall evidence, credibility and reliability of the prosecution's case? And how will you do it in a way that you will not look like victim blaming, in the way you will challenge the prosecution's case? And how do you take into consideration, if I can put it that way, the fact that some witnesses might have undergone demobilization and the trauma might have affected the memory of the witnesses? So maybe, Catherine, if you want to try to have a go at
Quelle approche tu prends de la collecte de la preuve pour présenter ton cas de la défense? Quel type de preuve tu vas focuser durant tes enquêtes? Quelle safeguard tu vas mettre en place pour t'assurer de l'intégrité de ta preuve, qu'elle ne soit pas contaminée, par exemple? Et plus largement, on a aussi une question sur un cas qui est, comme tu connais très bien, où il y a des charges d'enfants soldats et où il y a pas c'est impossible d'avoir accès à de la preuve spécifiquement sur l'âge, de la preuve documentaire et matérielle sur l'âge des témoins. Est-ce que tu vas pousser pour une évaluation forensique de l'âge ou est-ce que tu vas attaquer plutôt plus généralement la crédibilité de la preuve du procureur et son cas en tant que tel? Comment est-ce que tu gères ce qu'on appelle le victim blaming, donc ne pas être traumatisante dans la manière que tu vas monter ta stratégie, tu vas adresser ce témoin et comment est-ce que tu prends en considération le fait que souvent ils ont été traumatisés, les victimes qui ont été enfants soldats? Bon, on aurait besoin là d'une demi-heure de plus pour que je Oui. puisse développer tout ça. C'est un peu bon. Euh, euh, si on prend, parce que je pense que c'est bien d'avoir une idée assez claire, les enfants soldats. Le crime, c'est aussi que ces jeunes devaient avoir moins de 15 ans et être et participer évidemment à ce qu'on pourrait appeler la guerre. Donc, qu'est-ce qui se passe enfin, ce qui s'est passé dans notre dossier, c'est-à-dire qu'on nous donne 5 ou 6 ou 10, c'est vraiment au cœur de ce dossier, c'est-à-dire c'est l'enrôlement des enfants soldats. Donc, c'est la preuve la plus importante. Le procureur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne une dizaine de témoignages d'enfants soldats. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait la défense? La défense, elle joue son rôle, c'est-à-dire qu'elle commence par enquêter pour savoir, question évidente, est-ce que ces enfants étaient enfants soldats? Hein. Le procureur nous donne donc ces attestations, nous donne le nom de ces jeunes et nous disent, voilà, ils ont été enfants soldats et ils ont moins de 15 ans. Première option, on a des doutes sur le fait que ces personnes étaient enfants soldats. Je ne vais pas vous dire pourquoi on avait des doutes, mais on a eu des doutes très vite que ces enfants, même tous ces enfants, n'avaient pas été enfants soldats. Une fois qu'on est sur cette base-là stratégique, de se dire, c'est le cœur même du dossier de M. Lubanga, comment est-ce qu'on va rapporter cette preuve-là? Donc, on commence par faire des enquêtes. Les enquêtes, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on peut établir l'âge, quels éléments on peut avoir, comment est-ce qu'on peut corroborer cette preuve, parce que c'est ça qui est extrêmement important. Alors, qu'est-ce que nous disait le procureur? Ils ont moins de 15 ans, comment il rapporte sa preuve? Il vient avec des experts qui viennent nous dire que l'os, les os, tous les aspects physiques, ils prennent des experts que nous avons d'ailleurs eu en France après, et ces experts viennent tous nous dire que ces enfants ont plus de 15 ans et que c'est absolument sûr parce que les os, la taille, enfin voilà, tous ces éléments-là pour dire ces enfants ont effectivement plus de 15 ans. Et ils arrivent même à nous dire 18, 19, 20 ans. Hein. On a challengé ça, hein, parce qu'on leur a dit pourquoi est-ce que les experts qui viennent avec des échelles qui ont été faites par des enfants américains il y a exactement 30 ans, est-ce que ces échelles, elles sont aujourd'hui valables pour juger la taille, l'âge de ces enfants? Bref, on a eu toute une discussion là-dessus. Mais maintenant, nous, on se dit, OK, on a essayé de dire que les experts, c'était pas sérieux. Comment est-ce qu'on rapporte la preuve que ces enfants ont moins de 15 ans? Alors, on a fait un travail de fourmi qui consiste à faire la chose suivante. On était persuadé que ces enfants avaient plus de 15 ans. Donc, on a commencé à aller dans les écoles et on a systématiquement pu vérifier deux choses. Dans les écoles, il y avait encore
tous les bulletins scolaires de ces enfants. Dans ces bulletins scolaires, on s'est aperçu que l'âge des enfants était spécifié. Donc, on est venu vers la chambre on a amené dans le dossier Lubanga 26 kilos de documents scolaires. Et vous êtes obligé, quand vous faites ça, de faire venir un inspecteur des écoles qui viendra dire qu'effectivement, ces registres que nous avons amenés sont des vrais registres qui n'ont pas pu être falsifiés et que l'âge des enfants apparaissait. Et on a de cette manière-là rapporté deux preuves en donnant les bulletins scolaires. C'est que premièrement, ces enfants qui disaient qu'ils avaient été dans la période des charges en fait enrôlés ne pouvaient pas avoir été enrôlés puisque nous rapportions la preuve que en fait ils étaient véritablement dans les écoles puisque nous avions les dates des bulletins scolaires mois par mois. Premier élément, c'était pas suffisant pour nous. On voulait avoir corroboré cette preuve-là. Comment est-ce qu'on a essayé de corroborer cette preuve-là? Il y avait au Congo à l'époque un recensement qui avait été fait pour les élections qui devaient avoir lieu. Nous avons obtenu les cartes d'identité de ces enfants qui prouvaient qu'ils n'avaient pas moins de 15 ans, mais plus de 18 ans. C'était des documents officiels qui avaient été donnés. On a rapporté une troisième preuve, c'est qu'on a obtenu leurs diplômes qu'ils ont obtenus où figurait leur date. Et enfin, dernier point, on a été voir leur famille pour leur demander s'ils avaient été enfants soldats. Donc, on a rapporté la preuve que pour chaque enfant soldat qui est venu témoigner dans le dossier Lubanga, on avait soit son père, soit sa mère qui venaient corroborer la date de naissance de leurs propres enfants et le fait qu'ils n'avaient jamais été enfants soldats. Alors, si je réponds à votre question, est-ce que nous avons retraumatisé ces enfants? Parce que qu'est-ce qui se passait? Ils venaient témoigner devant les juges. Et c'était des enfants on ne peut plus parler d'enfants puisque c'était des jeunes adultes, mais je dois dire qu'ils avaient une vraie capacité à répondre extrêmement bien aux questions. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'on les retraumatisait. Ils étaient là pour essayer de dire que si, ils avaient été enfants soldats et qu'il n'y avait aucun problème. On leur a mis sous le nez leur bulletin scolaire, on leur a mis sous le nez pendant tous les documents qu'on avait récoltés en leur expliquant, mais dites-nous comment ces bulletins scolaires ont pu être faits, pourquoi est-ce qu'ils seraient là, vous contestez, mais vous avez eu votre diplôme en telle année, vous avez eu votre carte d'identité. Voilà comment est-ce qu'on a travaillé sur tout ça. Alors, j'ai pas eu le sentiment qu'on les avait retraumatisés. Je ne veux pas être cynique, mais je dois vous dire que je les ai trouvés intelligents. D'une certaine manière, un jour, je posais la question à un de ces enfants soldats, je vous cite ça parce que je pense qu'on a tous souri dans la salle d'audience, y compris les représentants des victimes. Je lui disais, mais vous avez dit que c'était au moment que vous avez été enlevé dans votre école, au moment où c'était la saison des pluies. Or, vous dites vous-même que c'était à telle date. Alors, je ne me rappelle plus tout ça. Et il me regarde en me disant, ah, maître, vous n'avez pas entendu parler du changement climatique? Voilà, on avait des enfants qui avaient enfin des jeunes qui sont venus témoigner. Alors maintenant, vous pourriez me poser l'autre question, parce que ça a été quand même un drôle de dossier d'arriver à ce que la preuve complète des enfants soldats, et je parle sous le contrôle de vous, puisque vous pouvez aller voir le jugement de Lubanga, et dans le jugement de Lubanga, vous verrez que les juges ont exclu l'intégralité des enfants soldats qui sont venus témoigner dans le procès Lubanga. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que oui, ça a été un véritable challenge, ça a été un très très gros travail qu'on a dû faire. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, parce que je pense aux gens qui sont là en train de nous écouter, comment se fait-il que le procureur avait pris que des faux enfants soldats? Eh bien, vous savez, c'est ça hein, quand même, quand on fait pas bien son enquête, et je veux pas être désagréable avec mon confrère Siemens, mais un des aspects aussi
qui, moi, m'a tarabusté dans ce dossier, c'est que les victimes, représentants des victimes, qui étaient quelquefois victimes témoins, ces confrères qui ont eu accès à toute notre preuve et qui avaient eu accès à leurs jeunes, les jeunes qui représentaient, ne pouvaient pas ignorer que c'était des faux enfants soldats. Et jusqu'à la fin du jour où on a plaidé le dossier, les représentants des victimes ont maintenu que c'était des vrais enfants soldats. Voilà. Et ça, quand même, moi, je me dis, je comprends tout ce qu'on peut dire sur les victimes, sur la représentation des victimes, mais un des travaux quand même qui doit être fait par les représentants des victimes, c'est de vérifier eux-mêmes aussi que la preuve qu'ils apportent est une preuve qu'ils ont challengée eux-mêmes et qu'ils se rendent compte qu'il y avait une véritable preuve. Parce que quand même, un des objectifs, c'est la recherche de la vérité dans nos dossiers et de voir comment est-ce que véritablement, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et pas de donner, c'est contre notre éthique d'apporter à des juges des éléments que nous ne pouvons pas ignorer qui sont faux. Ça ne fait pas partie de notre mission. Voilà. Comme j'avais très peu de temps, j'ai essayé de résumer ça relativement rapidement. Très bien résumé, Catherine. So Catherine says that in order to investigate, so first, the prosecution, you have to look at what is the charge, what's the evidence against your client. And her client was accused of enlisting, conscripting, using child soldiers. And so the prosecution was bringing 10 witnesses who they were claiming were child soldiers. So individual under the age of 15 who had participated into the war. I'm summarizing here. They had provided the names of these 10 witnesses. And she explained that very early on in the case, she started to have doubts on she can't remember why and what brought that first suspicion, but very early in the case she started to have doubts on what was the heart of the case against Thomas Lubanga, which is conscription enlisting child soldiers. And so how do you challenge? How do you build your defense case? How do you decide of your strategy? Well, first, you need to establish the age. And once you establish that they were not under the age of 15, you need corroboration. Very important for Catherine. And so she first explained that they had experts who had came and explained that the morphology, the bones, how they assess the age of those children. And then she went into schools and collected evidence that showed that these children were actually in school, attending classes at the time they were purportedly participating in the efforts of war, in the war. And then she wanted, and she collected that evidence because she had their school reports. But then for her, it wasn't enough. She needed corroboration. So she collected election cards to prove the age of these individuals, to show that they were above the age of 15, diplomas. And then she, in addition to that layer of corroboration, she also reached out to families to obtain corroboration either on the age or on where the children was at the time. And so this is how she built her case against the prosecution's case against Thomas Lubanga. And she and then she answered the second part of the question by saying that she never felt that she re-traumatized them. And without being cynical, she gave an example where she confronted a child with a statement he had made saying that he remembers very precisely when he was enrolled. It was during the rainy season, and he had given a date, and she had collected a lot of evidence to show that it wasn't he was lying, that it wasn't true. And so she confronted him with all that evidence and with the contradiction on the date. And very intelligently, he responded, well, counsel, didn't you hear about climate change?
So she explained this is her way of expressing how she didn't feel she was re-traumatizing them, that they were very intelligent and that they were answering and navigating through all the documents Catherine was showing them while they were on the stand during her cross-examination, all the documents she was confronting them with to show that they were not child soldiers. And if you look at the Lubanga judgment, you will notice that the trial panel excluded in its entirety the evidence of witnesses who came and testified being child soldiers. And she also explained that despite that, the legal and I'm going to now turn to Simon, that despite that, the legal representative of victims at the time kept insisting that they were child soldier, despite the evidence collected by Catherine, the family evidence, the diploma evidence, the election cards evidence, and the school records evidence. So maybe to wrap up, because we're already 15 minutes past 7, maybe to you, Simon, what is the strategy or the approach as a victim counsel will you have if you discover that some of your victims might not be truthful? How will you protect the integrity of the other victims you're representing? How will you deal with a situation where you either end up with evidence showing that, if we take the example of a child soldier, that showing that he's not under he wasn't under the age of 15, or it comes to your attention otherwise that the individual you're representing as a participating victim is not under the age of 15. Alors, just before you answer, Simon, I'll translate my question. Alors, j'ai profité de la dernière partie de la réponse de Catherine pour demander à Simon si lui, en tant que représentant des victimes, et s'il représente un groupe important de victimes, s'il réalise, si ça vient à sa connaissance qu'une de ces victimes participantes ne lui a pas dit la vérité ou a présenté une fausse preuve devant la cour, si la preuve vient à la connaissance de Simon, comment fait-il pour gérer avec cette situation, étant entendu qu'il a également un devoir envers les autres victimes qu'il représente et et pour laquelle il n'a pas de doute quant à l'intégrité de leur représentation. You're muted, Simon. Yeah, so let me start again. Sorry. The key question is the key word in your question is might. If it came to my attention that they might not be child soldiers, that makes it difficult. If I had a way of knowing that a client that I was representing was putting forward a false account as to their age or to any other of the elements of the offence, then it would be my professional duty not to advance that account. That's my view of it. I would act on that professional duty, first of all, by having a conversation with the individual most concerned by it, that's to say, the victim witness themselves, and explain the position. And it's important that one does that because we've all been in situations where things look different on paper to how they are in real life. So I'd obviously want to give the person involved a chance to comment on documents of that kind. But the bottom line is, if it's clear that what's happening is a fraud, then it's no different whether you're dealing with a child soldier or any other witness in a criminal trial. None of us are here to promote dishonesty. And you need to take measures to ensure that you're not lending yourself to the promotion of dishonesty. Between that
and a situation where there's some doubt about it, but the victim themselves is still adamant that they are or were a child soldier and that they were the right age to have been a child soldier, etc. That's a much more difficult situation, and there's no rule that you can apply to it. You just have to approach it on a case by case basis, which I think is the sort of standard get out of lawyers, but is also true. There's going to be tremendous variation in the presentation of somebody who says that they are something that the defense dispute. Do you do you um, do you feel a duty towards the other victims you're representing? Do you act more carefully because you don't want to damage the your case towards the other victims you're representing? Well, without knowing what the factual situation was in more detail, it would be difficult to predict whether there would be contagion as between one's victims, that if one person is labeled a fraud, then it spreads to the others. I mean, that might be the case, but I don't think that changes the approach, which is, I think, clear. If you know that what's happening is untruthful, you must act on it. And it's no different for defense counsel. If your client says to you, look, I did all of these things, but I should like you to try to represent that I didn't, then that puts you in an equally difficult position. Absolutely. And it's the thing that I think is most difficult for people outside the profession to understand, that at its heart, I think we all share that guiding principle, that we're not just here to be mouthpieces for whatever lies people want to come up with, whichever side, prosecution, defense, or victims. We do actually have ultimately a duty to the court. And if we know that what we're putting forward is not true, we shouldn't be putting it forward. Thank you, Simon. Alors, ce qu'il explique, c'est que la règle d'or pour lui, c'est que s'il sait, et faire attention, hein, il y a une différence pour Simon entre une victime participante qui peut avoir présenté un compte qui est faux, et si ça vient à la connaissance de Simon avec certains éléments de preuve, il ne va pas mettre à l'avant cet élément de preuve, mais il va quand même, et c'est très important pour lui, s'asseoir avec son client, la victime qu'il représente, lui demander des explications, lui montrer les éléments de preuve pour lui donner une opportunité de commenter. Et c'est important parce qu'on se retrouve tous un jour ou l'autre dans ce genre de situation. Et si les éléments, si Simon a des éléments probants à l'effet que, si on prend l'exemple d'un enfant soldat, parce que c'était le sujet abordé par Catherine, est frauduleux, il ne va pas présenter cette preuve devant la cour ou ses concerns, ses vues ou ses observations devant la cour. Il va être très méticuleux parce que sa déontologie, son éthique, fait en sorte qu'il ne peut pas servir de courroie de transmission pour promouvoir quelque chose de malhonnête, quelque chose de faux. Mais que dans tous les cas, et c'est un peu ce qui s'applique à nous tous qui sommes avocats, conseils devant nos institutions nationales ou internationales, c'est un cas par cas. Il doit regarder la situation, quels sont les éléments qui sont mis de l'avant, est-ce qu'ils sont probants, quels sont les commentaires une fois confronté avec ces éléments. Et donc, ça doit être décidé du cas par cas et que ça ne diffère pas du rôle de l'avocat de la défense qui pourrait faire face à un client qui lui admet quelque chose. Et donc, l'avocat de la défense a quand même une éthique, c'est-à-dire de ne pas présenter une preuve qu'il sait être à l'encontre ou fausse des informations qu'il possède.
So on this, we're now going to close this We have webinar to go. because we're already 20 minutes past. I want to thank both of you, Catherine and Simon, so much for your time, for sharing your expertise. It was so interesting. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous tous votre expérience, votre expertise. I hope we can see you once again next year in one of our panels. J'espère que on va avoir la chance de vous retrouver l'année prochaine. I'm sorry to all of you that we didn't have live interpretation. I tried to do my best, and I hope I was faithful with the interpretation. Je m'excuse parce qu'on n'a pas on n'a pas le budget pour avoir des interprétations simultanées, mais j'espère que vous avez tous bien compris les différents échanges. And before we leave, I just want to tell you to, what's the expression in English? Stay tuned, because we're going to have an incredible event on 1st of May about judicial independence with Judge Ibanez, Judge Prost, Judge Holler, the Canadian ambassador to the Netherlands, and the United Nations Special Rapporteur on Judicial Independence. You'll see it advertised soon. We're also going to hold on 22nd of June an event on Rule 74 Council in French and English in the morning and in the afternoon in order to reach all time zones and both languages. It will also be advertised soon, and it will be with in French with Judge Guillou and in English with Judge Samba. So thank you all for being present today and for participating. Thank you for your patience, and I'm sorry that we went 20 minutes past the hour, but it was worth it. Thank you very much for having me. Really enjoyed it, and thank you all for coming. Thank you very much, everybody. Thank you for comments and the questions in the chat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Good night, everyone. Catherine, nice to meet you. Nice to meet you, Simon, also. I hope we have a chance to meet in person one day. Okay. With pleasure. Bye-bye. With pleasure.